Allô et bienvenue à ce troisième cours qui s'appelle les conditions. Donc, les conditions, les programmes de façon générale en regorge. C'est une des notions de base les plus utilisées. En fait, toutes les notions de base sont très utilisées et vont vous servir dans tous les autres cours que je vais vous enseigner. Mais les conditions, c'est vraiment quelque chose de particulier parce que ça englobe aussi la notion de booléen et la notion de binaire. Avant d'aller plus loin, on va regarder d'abord ce qui est au programme pour le cours d'aujourd'hui. Donc, voilà le programme pour aujourd'hui. La première partie, elle est purement théorique, c'est-à-dire le principe booléen. Booléen, dans le fond, ça relève d'un mathématicien qui s'appelle Boole. Euh, il, a, il a créé ce qu'on appelle l'algèbre de Boole. Donc, fondamentalement, je ne vais pas rentrer énormément dans la théorie plus qu'il est nécessaire, mais il faut savoir que le booléen, dans le fond, c'est une comparaison entre le vrai et le faux, qui se rapproche aussi du principe binaire, qui est 0 et 1. On va regarder les opérateurs logiques par rapport à ces deux principes-là, et on va regarder aussi ce qu'on appelle les tables de vérité. Les tables de vérité, encore là, c'est théorique, mais ça permet de comprendre comment que les instructions qui vont suivre, les si, if, les ternaires et les switches vont opérer. Donc, allons-y tout de suite avec le vrai et le faux. Vrai ou faux est la base du principe booléen. Et ça ressemble étrangement à votre théorie des ensembles que vous avez appris en cinquième secondaire. Vous en rappelez? J'espère quand même pas vous avoir trop ramené de mauvais souvenirs. Mais regardons ça de plus près. Vous avez ici un ensemble de A et de B. Et ici, ce qu'on a, ce petit symbole-là, c'est intersection. Pour notre besoin à nous, c'est l'équivalent d'un et. Donc, dans le fond, on veut l'intersection, c'est un et, c'est-à-dire qu'on veut avoir tout ce qui est dans A et dans B en même temps. OK? Alors qu'ici, on est dans un ou. Donc, un ou, c'est qu'on veut avoir tout ce qui est dans A et tout ce qui est dans B et même l'intersection. Ça me rappelle une affiche que j'avais vue quand j'étais au collège qui disait bois ou prends ton char. Donc, si on applique le principe booléen, ça veut dire que tu peux à la fois boire et prendre ton char. Ceux qui ont compris ça, il peut arriver des bricoles. Završno pa idemo. Zašnite duboko i duvati dok ja ne kažem dosta. Ajde, ajde. Ajde, molim, ajde, budru. Ouais, c'est ce qu'on appelle échouer lamentablement un alcotest. Maintenant que nous avons compris le principe booléen avec le vrai et le faux, regardons un peu le principe binaire. Saviez-vous que, en réalité, le seul langage que comprend votre ordinateur est le langage binaire, c'est-à-dire le 0 ou le 1? Donc, c'est comme ça que lui, il fait des comparaisons entre le 0 et le 1. Anciennement, les ordinateurs étaient faits avec des lampes et non pas des transistors comme maintenant. Et ces lampes allumaient, éteignaient. Allumaient donc 1, éteignaient 0. Et puis, ces ordinateurs-là étaient tellement grands et volumineux que souvent, ils se retrouvaient à l'extérieur qu'on abritait sous les tentes. Mais à l'extérieur, il y a ce qu'on appelle des insectes. Et puis, ces insectes aiment beaucoup les lumières. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les insectes allaient se coller à la lumière jusqu'au moment où la lumière cessait de fonctionner. Et une fois que le technicien arrivait et repérait la lumière défectueuse, il la dévissait et il a repéré une bestiole qui se trouve être un bug, parce que bestiole, c'est bug en anglais. Donc, le premier bug informatique était en réalité une vraie bestiole.
Vous vous demandez peut-être pourquoi l'ordinateur comprend seulement le langage binaire et que nous, on programme en C#. La raison, c'est que au fil des années, on a développé plusieurs couches de programmation qui servent d'interface entre notre langage C# et le langage binaire que l'ordinateur comprend. Donc, quand on compile, ben, en bout de ligne, ce qui arrive, c'est qu'on fait des traductions qui se rendent jusqu'à l'ordinateur et l'ordinateur, lui, reçoit le binaire et ça, il comprend ça très bien. Donc, c'est le pourquoi qu'on programme dans un langage évolué et non pas dans un langage machine. Maintenant, dans les opérateurs logiques, nous avons le et qui est représenté par une perle verte. La perle verte, c'est pour le côté binaire. Donc, quand on veut comparer des chiffres binaires, donc des bits, c'est avec cet opérateur-là qu'on va l'utiliser. Mais pour nos besoins à nous, la programmation que je vous enseigne, on va prendre celui booléen, c'est-à-dire le double perle verte, qui représente le et. Ce qu'on avait dit, c'est l'équivalent de l'intersection dans la théorie des ensembles. Dans le cas du ou, même chose pour travailler avec les bits, ça va être une seule barre verticale. Et pour travailler avec le booléen, donc ce que nous, on va utiliser, ça va être la double barre verticale qui représente un ou et qui est une union au niveau de la théorie des ensembles. Vous avez aussi la négation. Donc, la négation, ça va être un point d'exclamation. Donc, si on fait un point d'exclamation, ça devient le contraire. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, ça serait, ça serait A et B, mais sans ce qui appartient à A et B. Et puis ici, ben, ça serait tout à l'extérieur de A et B. Donc, grosso modo, c'est vraiment ça. Lui, la négation va faire l'inverse de ce qui est en test logique. Donc, pour le comprendre vraiment bien, on va regarder ce qu'on appelle des tables de vérité. Donc, dans la prochaine diapositive, on va regarder les tables de vérité. Ça va peut-être devenir un petit peu plus clair. Les tables de vérité, ça ressemble un petit peu à ça. Ben, en fait, c'est carrément ça. Euh, si on regarde ici, par exemple, en C#, si on comparait une valeur de A avec une valeur de B avec un et, si A est égal à 0 et B est égal à 0, alors avec un et, ça va donner 0. Si A est égal à 1 et que B est égal à 0, ça va donner aussi 0. Parce que et implique que les deux doivent être vrais pour que ça soit vrai. Donc, si on teste l'autre, c'est-à-dire A est égal à 0 et B est égal à 1, ça égale aussi à 0. Par contre, si 1 est égal à si A est égal à 1 et que B est égal à 1, alors le test logique de A et B va être 1. Dans le cas du ou, donc un ou, c'est un ou l'autre ou les deux. Donc, vous vous rappelez de l'anecdote de boire ou de prendre son char. Donc, si c'est 0, évidemment, ça reste 0. Si c'est 1, si A est égal à 1 et que B est égal à 0, c'est 1 parce qu'il y en a un des deux qui est vrai. Si A est égal à 0 et que B est égal à 1, encore une fois, c'est égal à 1. Et puis, si les deux sont égaux à 1, bien évidemment, c'est 1. Si on fait l'inverse de et en titre, à titre d'exemple, parce que j'aurais pu le faire pour ou, mais vous allez comprendre le principe, c'est pareil. Dans le fond, c'est l'inverse, carrément. Donc, quand en C Sharp, on fait une instruction comme ça dans un si, c'est-à-dire l'inverse de et de A et B. Alors là, si on a 0, 0, normalement, ça aurait donné 0, ça donne 1. Donc, ici, 1, 0, normalement, ça aurait donné 0, ça donne 1. 0, 1, ça donne 1. Et 1, 1, ça donne 0. Donc, c'est carrément l'inverse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous bâtissez une instruction si, une condition, dans le fond, c'est en anglais, c'est if, et que vous mettez ça comme ça,
ben, vous allez avoir l'inverse d'un comportement de I. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre en tant que tel. C'est juste des tests logiques. On cherche la vérité, c'est pour ça les tables de vérité. Et ça, c'est une façon de comprendre comment ça s'opère. Parce que quand tu regardes un si, c'est pas toujours évident de voir qu'est-ce que tu peux en ressortir. Puis quand je vous parlais dans l'autre cours que quand vous nommez une fonction, de la nommer correctement parce que c'est important. Vous allez voir quand on va toucher au code dans quelques instants que ça prend tout son sens. Ceci dit, c'est maintenant terminé. Donc, c'est la fin de la théorie. On va s'engager maintenant dans la pratique. Voilà le code tel qu'on l'avait laissé. Bon, ce qu'on pourrait faire, on n'aura pas besoin de ça, mais si vous voulez le garder en exemple, et on pourrait peut-être éventuellement le réutiliser, ce que je vous suggère, ça va être de créer une nouvelle classe. Petite notion nouvelle. Vous allez ici, dans cours de base, et à notre projet cours de base, on va ajouter une nouvelle classe qu'on pourrait appeler, par exemple, variable, puisque le cours était sur les variables. Avec un S. Donc, on a une nouvelle classe qui s'appelle variable. Pour tout de suite, ce qu'on pourrait faire, c'est on revient sur programme et on va tout aller chercher ce qui est à l'intérieur de programme, au complet. Comme ça. Moins le... faut laisser dans le fond les deux derniers ici. On pourrait faire CTRL-X pour couper, mais on va faire juste copier pour l'instant. CTRL-C pour copier. Et on va aller dans variable. On va faire CTRL-V. OK? Donc, notre code est maintenant rendu ici. Dans ce cas-ci, main, ça n'a comme pas vraiment de sens de le laisser avec ce nom-là. Même que je me pose la question, si on fait exécuter, peut-être que s'il voit deux main dans le même programme, il l'acceptera peut-être pas. Regarde, c'est ça, voilà. Donc, ici, on va le changer pour cours variable. OK? On va remonter en haut de la classe variable. Elle est internale, mais nous, on va en avoir besoin à l'extérieur de cette classe, donc on va la rendre publique. Et un peu comme quand on était dans programme.cs, programme.cs utilisait des fonctions statiques. On ne va pas vraiment expliquer pourquoi, parce que c'est des notions de la programmation orientée objet. Donc, on va regarder ça dans le prochain volet de cours. Donc, cette fonction-là, elle, toutes les autres, vous voyez, ils sont privés. Cette fonction-là qui remplace le main, on va la mettre publique. OK? Donc, rendu là, on peut revenir au programme et on peut effacer à peu près tout. C'est-à-dire, on va effacer ça ici. On va effacer toutes les fonctions qui sont après le main. Et on va effacer toutes les fonctions qui sont dans le main. OK. Et puis, là, comme tel, si on recompile, OK. Donc là, c'est correct. Là, on sait que notre fonction qui est ici s'appelle cours variable et elle fait partie de la classe variable. Donc, si on revient dans le main et qu'on écrit variable, OK, avec un S, et on met un point,
Là, vous voyez, cours variable existe. OK? Donc, on va pouvoir l'utiliser. Pourquoi qu'on voit le cours variable, mais on ne voit pas les autres fonctions qui sont ici? C'est parce que cette fonction-là seulement, elle est publique. Ce qui me fait penser qu'on n'a pas besoin de ça ici. Il n'y aura pas d'argument. OK? Donc, si on revient sur lui, on a juste à faire point virgule et on a un appel de la fonction cours variable dans la classe variable qui permet de d'exécuter, dans le fond, tout ce qu'on avait fait le cours précédent. Donc, si on revient ici et on fait run, ben, on exécute, vous voyez qu'on a exactement ce qu'on avait à la fin du cours précédent. Donc, là, ça ne nous intéresse pas vraiment de regarder ça tout le temps. Donc, on va voir une nouvelle notion qu'on appelle commentaire. Donc, si on fait comme ça, tout ce qui est après les doubles slash, ben, ça devient un commentaire. Et le compilateur n'en tiendra pas compte. Autrement dit, si je redémarre, il ne se passera rien. Et voilà. Parce que c'est un commentaire. Donc, si j'enlève le commentaire, j'enlève les deux slash. Là, si je réexécute, et voilà, le programme s'exécute correctement. OK? Mais là, on va embarquer sur d'autres notions. Donc, celui-là, on va le laisser en commentaire pour l'instant. On pourrait peut-être incorporer quelque chose dans ce cours-ci avec ce principe-là. Le principe de commentaire aussi, on peut en mettre partout. On peut, par exemple, si on a beaucoup de lignes à écrire en commentaire, ce qu'on va faire, on va faire slash étoile. Et là, on va pouvoir écrire, enter, écrire, écrire. Et quand on veut arrêter le commentaire, on fait étoile, slash. Donc, slash étoile pour l'ouvrir et étoile slash pour le fermer. Après ça, tout ce que je vais écrire ici, par exemple, je voudrais réécrire variable. OK? Donc, ça fonctionne. Vous voyez, je peux réappeler ma fonction cours variable avec un point virgule et ça marche. Et tout ceci va être pas utilisé en tant que tel et ça va être juste des commentaires que nous, on peut avoir besoin. Pourquoi qu'on met des commentaires? C'est souvent quand on veut clarifier quelque chose. Mettons, on a une règle arithmétique assez complexe et c'est pas évident de savoir qu'est-ce qu'elle fait, ce calcul arithmétique-là. Donc, on peut se servir d'un commentaire. Là, dans ce cas-ci, ça pourrait être juste comme ça. Mettons, on pourrait dire, mettons, calcul équation, mettons, complexe. Ça ne dit pas grand-chose, mais c'est une façon de dire. Puis là, en dessous de ça, on a le calcul là, de l'équation complexe. Donc, ça, c'est une possibilité. Autre possibilité, si on revient sur notre classe variable, et ici, on voudrait, par exemple, que quand on appelle cette fonction-là via un autre classe, comme là, on l'appelle depuis la classe programme. Donc, quand on l'appelle via une autre classe, on fait 3 slash de suite, et voilà, ça fait un summary. Donc, on peut écrire, par exemple, cette fonction déclenche tout le travail du cours 2 sur les variables
et les fonctions. OK? Donc ça, c'est très bien. On le voit ici que cette fonction-là sert à déclencher tout ce qu'on a fait. OK? Mais ce qui est génial aussi, c'est que si on revient dans le programme et que on réécrit ça, variable, et qu'on choisit le cours variable, vous voyez, cette fonction déclenche tout le travail du cours 2 sur les variables et les fonctions. Cela permet à la personne qui n'est pas dans la classe et qui ne connaît pas nécessairement la fonction cours variable d'avoir un bref résumé de ce qu'elle peut faire. Elle peut aussi, le summary peut permettre de savoir exactement quelles sont les variables d'entrée que la fonction peut avoir besoin, ainsi que les valeurs de retour dont elle peut produire. Je vous suggère fortement de faire le même exercice à chacun des cours. Donc, de cette façon, vous allez avoir une classe pour chacun des cours et vous allez pouvoir revenir sur les notions de chacun des cours facilement. Et vous pouvez faire un appel de cette fonction de la même manière qu'on a mis en commentaire. Maintenant, regardons les conditions. Une chose que je vous ai pas dit, mais que vous pouvez utiliser, c'est ici les librairies qui sont pas utilisées. Vous pouvez faire bouton de droite et enlever dans le fond les using qui sont pas utilisés. Vous pouvez le faire aussi dans la nouvelle classe qu'on a fait. Donc, quand on va en avoir besoin, comme là, le système, on en avait besoin ici, donc il va être affiché. On va créer une première variable qu'on va appeler poids. Et une autre variable qu'on va appeler grandeur. OK, on va affecter les, euh, les variables déjà avec, mettons, 50 pour 50 kg pour le poids et mettons 1 pour 1 mètre pour la grandeur. Fait qu'on pourrait poser notre première condition, on pourrait dire si le poids est plus grand que 50, alors on peut faire afficher par exemple avec console. Là, vous voyez que ça ne fonctionne pas console. Pourquoi? Ça peut arriver. C'est quand on a tout enlevé les librairies en haut, ben, on a enlevé la librairie système qui comprend console. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On fait le bouton droit et on clique sur la petite lumière et il nous suggère d'ajouter le using system. En mettant le using system, ben là, à ce moment-là, console est connu, donc il devient vert, et on a accès à WriteLine. Et on pourrait écrire maintenant un message du genre donc assez lourd et dans le cas contraire, donc sinon, on pourrait écrire pas assez lourd. Voilà. Et là, si on veut être sûr que le programme ne ferme pas, on va réécrire un console. Au lieu de faire readline, on va faire readkey, ça va faire différent. Dans le fond, la seule différence que ça fait, c'est qu'à la place d'attendre qu'on fasse Enter, il va attendre qu'on fasse qu'on tape sur une touche. Donc, pas assez lourd. Excellent. Effectivement, puisqu'on a essayé 50, on dit plus grand que 50. Si on avait dit plus grand égal, là, ça aurait fonctionné. Assez lourd. On peut écrire plus grand égal, mais on peut pas faire égal plus grand. Donc, mais pas pour une condition. On peut l'utiliser, mettons, dans une autre circonstance, mais pas pour une condition. Normalement, les conditions si on a plusieurs instructions dans une condition, on doit absolument les mettre dans une accolade. Exemple, comme ça ici.
Et pour le sinon, pareil. Ça ne change rien si vous avez juste une instruction, vous n'êtes pas obligé de mettre des accolades, mais il y a beaucoup de gens qui vont quand même les mettre là pour une question de lisibilité. Si on l'exécute, ça va donner le même résultat. Maintenant, essayons de faire une fonction qui va retourner une valeur booléenne. On a vu dans la théorie que ce qui fait que ça ici, il va ici ou là, ben c'est parce que quand c'est pas vrai, ça, il s'en va dans le sinon. Mais si c'est vrai, il reste ici. Donc, on va faire une fonction qui va retourner un booléen. Elle va retourner un booléen. Et on va dire trop léger. On va lui passer une valeur entière qui va s'appeler poids. Ça. Et on va faire la condition. Ici, on va prendre ça ici. On va copier simplement, ça va être plus rapide. On va simplement faire un return. C'est quand je vous disais que c'est important d'avoir un nom significatif, c'est que là, si c'est trop léger, donc ça va être dans la condition sinon. Donc ici, ça sera pas trop léger, donc ça va être false. Et dans le cas de trop léger, ben là, ça va être true. Return true. OK? Donc ça ici, on n'en a pas besoin. On pourrait simplement prendre notre fonction ici et l'appeler à la place de ça. OK? Donc, on va simplement écrire poids et non pas int poids. On va ajouter à notre nouvelle fonction la mention statique. OK, ici, il faut bien comprendre le principe. C'est là que ça devient complexe un petit peu les conditions. C'est que là, on a un type de fonction qui dit trop léger. Donc, si on est trop léger, on a déterminé que si on pèse en bas de 50 livres, on est trop léger. Donc là, on compare le poids avec 50 livres et plus. Donc, si on est à 50 livres et plus, autrement dit, si on rentre ici, c'est parce qu'on n'est pas trop léger. Donc, c'est pour ça qu'on va retourner false. Sinon, on va retourner true. Alors, on appelle notre fonction ici. Et là, on dit, quand que ça c'est vrai, quand on est trop léger, on écrit assez lourd. Ce qu'il est faux. Parce que c'est pas assez lourd. Dans le cas où on est trop léger, on peut pas être trop léger et en même temps assez lourd. Donc, il faut faire l'inverse de ce que cette fonction-là retourne. Comment on fait l'inverse? Point d'exclamation. Donc, si on l'exécute, on voit assez lourd. Là, ça fonctionne. Faisons maintenant une fonction pour la grandeur. On va s'inspirer de celle-ci. On va l'adapter pour la grandeur. On va dire assez grand. Donc, l'inverse un peu de ça. Donc, assez grand. OK? Donc, on va mettre... on pourrait faire un rename. Ça va éviter de le changer aux deux places qui vont changer en même temps. On va dire grandeur. C'est toujours bien pratique. Puis là, la grandeur, mettons qu'on va dire si c'est plus grand que 1, alors c'est assez grand. Donc, si c'est assez grand, c'est true. Donc, la condition que c'est vrai, il faut que tu sois plus grand que 1. Et dans le cas inverse, ça va être false. Et voilà. Donc, si on prend cette même fonction-là,
et qu'on l'ajoute à notre condition, comme ça, et qu'on la met en mode et. Donc, autrement dit, si on veut passer ici, c'est parce qu'on est assez grand. On va enlever le int. Et on n'est pas trop léger. C'est ça que ça veut dire. Donc là, on pourrait changer les mots ici. On pourrait écrire, ça c'est la condition où on est assez grand et on n'est pas trop léger. Ça veut dire bienvenue. Sinon, ben, on n'est pas bienvenu. Donc, vous ne passerez pas. Alors, dans la condition actuelle, il faut que, comme c'est un « et », il faut que les deux soient vrais pour qu'on soit bienvenu. Il faut à la fois qu'on soit assez grand et pas trop léger. Donc, au niveau de la grandeur, là, il faut être plus grand que 1. Alors, ici, on a une grandeur de 1. Donc, ça ne fonctionnera pas. Mais au niveau du poids, le poids c'est 50 et on demande plus grand ou égal à 50. Donc ça va être correct. On ne sera pas trop léger, mais on ne sera pas assez grand. Donc, si on l'exécute puis on regarde dans debug comment ça marche. Donc là, on va rentrer avec notre grandeur de 1 dans la fonction qui va valider si on est assez grand. Là, lui, il dit non, t'es pas assez grand. Là, étant donné qu'on est dans un et qu'on a déjà une valeur qui est fausse, c'est sûr que ça ne sert à rien d'aller voir l'autre à côté parce que pour qu'on rentre ici, il faut que les deux valeurs soient vraies. Mais là, on a une déjà qui est fausse. Donc, obligatoirement, on s'en va dans le sinon. Et assez convaincant, non? En fait, l'idée de ces fonctions, ça me vient de mes vacances de l'été dernier où j'avais amené mon petit neveu et ma petite nièce dans un parc d'attractions où il fallait avoir un certain poids et une certaine grandeur pour pouvoir passer. Vous ne passerez pas. Par contre, si on inverse les conditions, simplement comme ça, on met lui d'abord avec un et que on enlève ce et-là et on réexécute le même code, on n'a rien changé d'autre. Là, il va aller vérifier l'autre condition parce que la première va être vraie. Donc, il s'en va ici. Est-ce qu'on est plus grand que 50? On est égal à 50, donc c'est false. On n'est pas trop léger. Donc, pas trop léger, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Il ne faut pas être trop léger pour être bienvenu. Alors là, il va vérifier l'autre. Ah, l'autre, il retourne faux quand c'est faux, assez grand. Donc, on n'est pas assez grand. Donc, on s'en va ici, de toute façon. Mais la différence, c'est que là, il a testé les deux conditions parce que la première était correcte. Maintenant, si on changeait le « et » pour un « ou », OK, comme ça. Donc, il suffit qu'on ait un ou l'autre de vrai pour pouvoir rentrer ici. Dans ce cas-ci, on va avoir le même truc qu'on l'avait fait tantôt, c'est-à-dire que si on y va pas à pas, il va rentrer ici. La condition, elle est bonne, donc il n'y a pas besoin d'aller vérifier l'autre. Il va aller directement nous souhaiter bienvenue. Par contre, même chose, c'est que si on prend lui et qu'on le met de l'autre côté, et qu'on rajoute le ou, et qu'on enlève celui-là, on réexécute. Là, il va être obligé de tester les deux parce que celle-là ne sera pas vrai. Fait que c'est un ou l'autre. Donc, il va falloir qu'il vérifie si l'autre est vrai.
celle-là n'est pas bonne. Donc, on va aller vérifier l'autre. Ah, celle-là est bonne. OK, c'est encore bienvenu. Donc, si, par exemple, on enlevait le égal ici, les deux seraient fausses. Donc, à ce moment-là, on va pas rentrer. On peut l'essayer. Boum. On y va ici. Faux. Vrai. Et voilà. Comme on a vu au niveau de la théorie, pour que ça fonctionne avec un ou, c'est soit un ou l'autre ou les deux. Si les conditions sont vraies d'une part et d'autre ou des deux côtés, ça passe. Si les deux conditions sont fausses, alors ça ne passe pas. Maintenant, on est rendu au ternaire. Les ternaires, c'est utilisé pour des comparaisons faciles, un peu comme ça ici. On a une condition, c'est faux, c'est vrai. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, on pourrait changer avec cette condition-là, simplement. Ça va être très simple, ça se fait en une seule ligne. On fait d'abord la condition. On met un point d'interrogation pour dire que ça, c'est la condition. On écrit c'est quoi qui se passe quand c'est vrai. Donc, quand que ça ici, c'est vrai, on retourne faux. Hop, excusez, on va false. On met deux points et on met l'autre condition. Donc, c'est true. Comme ça. Et là, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est, dans le fond, la fonction doit retourner un booléen. Donc, ça ici, ça va retourner soit faux, si la condition est vraie, ou soit vrai, si la condition est fausse. Donc, si j'écris return, et voilà. Donc, on n'a plus besoin de ça ici. Et le résultat va être exactement pareil. On peut faire le test. Si on fait run. Et voilà. Exactement la même chose qu'on avait tantôt. Et on peut faire évidemment la même chose de l'autre côté. Donc, on pourrait faire un ternaire avec ça aussi. Return. On fait ça ici. On prend la condition. Point d'interrogation. Et là, il nous propose ça, mais dans le fond, ça va être l'inverse. Si ça, c'est vrai, alors on retourne vrai. Donc, true. Et dans le cas contraire, on retourne false. On reproduit, dans le fond, ce qu'on a en bas, on le reproduit en une seule ligne, comme ça. Alors, on peut enlever ça ici. Et encore une fois, on peut l'exécuter et on va avoir le même résultat. Et voilà, nous avons le même résultat. Voilà, les ternaires, c'est relativement simple, mais si vous les utilisez avec des fonctions complexes, ça peut devenir un vrai calvaire à débugger. Donc, à utiliser avec parcimonie, mais c'est quand même utile de les utiliser. Il nous reste à voir les switches. Bon, pour faire un switch, ce qu'on va faire, d'abord, ça ici, on pourrait transformer ça en constante. On a vu comment faire des constantes. On va mettre ça globalement. Constante entier qu'on va dire poids est égal à 50. OK. Grandeur est égal à 1. Bon. Et voilà. Donc, ceux-là, on va les enlever. Pourquoi qu'on fait ça, vous allez voir dans pas grand temps. Là, je vais prendre ça ici, que je vais mettre dans une nouvelle fonction. Donc, la fonction, ça va être, on va faire une fonction privée, statique toujours, qui ne retourne rien. Et ça va s'appeler passage. Et puis, on va faire comme variable d'entrée, ça va être une string qu'on va appeler opérateur. Voilà.
Là-dedans, on va utiliser un switch. Donc, on va d'abord écrire switch. Et voilà. Donc, par défaut, si on fait double tabulation, la touche tab, ça écrit sur le Q, ça c'est pas censé être là. Si on fait si on prend notre opérateur et on le met dans la switch, là, on va écrire case, puis on va prendre, dans le fond, et, donc, si l'opérateur c'est un et on va faire, et à la fin d'un case, on fait toujours un break. Donc, break. Et on va faire l'autre cas, case. Bon, on va voir. Ensuite, une fois, on fait break. Bon. On va mettre un 2 points ici. Bon. Donc, on a le cas où c'est un et, l'opérateur. On a le cas où c'est un ou. Donc, on va prendre ça ici. On va l'enlever complètement. On va le mettre ici. Sauf qu'ici, ça va être un et, parce qu'on est dans le cas où c'est un et. Puis grandeur, maintenant, c'est une constante. Donc, on va écrire grandeur. Et ici, ça va être le poids. Donc, on va faire la même chose. On va le copier là aussi. Lui, c'est déjà un ou, donc il est déjà correct. Donc, grandeur, poids. Quand on a fait une tabulation, une fois qu'on avait écrit switch, il nous a mis un default. Default, c'est vraiment quand il n'y a aucun symbole qui correspond. Donc là, on pourrait écrire un genre de message d'erreur disant opérateur inconnu. Et voilà. Donc, on ferme la parenthèse comme ça. Donc, il suffit juste d'appeler ça ici, la fonction. Et voilà, on va passer l'opérateur. Donc, l'opérateur, c'est une chaîne de caractères. Donc, suppose qu'on décide qu'on veut faire un « et ». Donc, on va faire une chaîne de caractères. On a vu comment faire une chaîne de caractères. Et on va passer un « et ». Donc, passage avec un « et ». Ben, l'opérateur, il devrait passer ici. Il va faire la validation qu'on avait tout à l'heure. Il va soit écrire bienvenue ou vous ne passerez pas, mais en réalité, ça va être ce qu'on pourrait faire pour que ce soit plus clair au niveau de l'affichage, c'est que on pourrait faire peut-être une chaîne de caractères, une concaténation, excusez. Euh, Puis on va mettre avec l'opérateur. Et là, on va mettre le nom de l'opérateur. Donc, comme ça. On va faire la même chose ici. Même chose ici. On pourrait même le mettre ici, comme ça, on va voir l'opérateur qu'on va voir. Donc, mettons qu'on met un point d'arrêt ici et on exécute ça. On pourrait d'ailleurs, ce qu'on pourrait faire, on pourrait l'appeler plusieurs fois la fonction. D'abord avec un « et », ensuite avec un « i », et on pourrait faire un autre appel, mais avec une chaîne de caractères par rapport, mettons. Allô. OK. Donc,
Si on exécute ça, on va d'abord regarder celle-là ici. Donc, il rentre dans passage avec un « et ». Si on regarde ici, c'est bien un « et ». Fait que là, il va normalement aller dans le case du « et ». Il va d'abord vérifier la grandeur. Comme la grandeur est 1 et que on n'est pas assez grand, et on doit être plus grand que 1, alors on va rentrer dans la condition où on dit « vous ne passerez pas ». OK. Maintenant, on s'en va avec un « ou ». On va vérifier assez grand. Trop léger. On ne passe pas. Avec Allo, on s'en va dans le défaut et on affiche tout ça. Et voilà. Donc, vous ne passerez pas avec un « et », vous ne passerez pas avec un « ou ». Si on aurait voulu faire les deux possibilités, on aurait pu mettre ici plus grand égal. Donc là, on va réessayer, mais sans le debug cette fois. Directement. Donc, vous ne passerez pas avec l'opérateur « et ». Bienvenue avec l'opérateur « ou ». Et l'opérateur inconnu avec l'opérateur « allo ». Alors voilà. Et voilà la fin du troisième cours. Décidément, j'ai de la difficulté à maintenir mon ratio de 25 à 30 minutes de cours. C'est sûr qu'on a embarqué sur faire le ménage où j'ai présenté une façon de mettre le contenu du cours précédent dans un autre fichier et de pouvoir y accéder via la fonction main. Ça a pris un petit peu de temps. Donc, tout ça pour dire que les fonctions aussi, la nomenclature, ça demande ça aussi un peu de temps. Et comprendre aussi tout le concept booléen des conditions, c'était quand même quelque chose qui ne pouvait pas s'expliquer super rapidement. C'est sûr, j'aurais pu le scinder en deux cours, mais je voulais pas laisser un cours à demi fini. Moi, si j'étais à votre place, j'aurais moins aimé ça. Donc, c'est pour ça qu'il est plus long. Désolé. Ceci dit, j'espère que vous avez apprécié le cours. Et si c'est le cas, je vous encourage à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager la vidéo et de liker cette vidéo. Ça a été un plaisir pour moi de la monter. Je vous dis à la prochaine. Le prochain cours portera sur les tableaux et sur les boucles. Donc d'ici là, je vous dis à bientôt.